Cette édition du mardi 30 mai, Le Mans FC envisage son avenir en National 2. Et oui, recrutement de joueurs et budget en augmentation. La saison à peine terminée, Le Mans FC prépare dès aujourd'hui la prochaine qui se déroulera en National 2. Bilan et perspective dans ce journal. La vidéosurveillance s'étend au Mans. De nouvelles caméras viennent d'être installées à côté des halles, ce qui porte à 16 leur nombre en ville. Politique avec un reportage sur la circonscription numéro 3 entre La Flèche et Saint-Calais, dont le résultat est l'un des plus incertains du département. Mon invité est le maire de Coulennes, Christophe Rouillon. On parlera d'une initiative de la commune qui sera mise en place cet été, le dispositif Chantier Argent de Poche. On ouvre donc ce journal par du football avec Le Mans FC qui vit un moment déterminant pour son avenir. Oui, l'accession au niveau supérieur était attendue depuis 3 ans. Alors le club se donne les moyens de ne pas louper la marche. Le recrutement est la clé de la réussite sous la houlette du coach de la remontée, Richard Désiré, qui lui-même a été renouvelé pendant 1 an. Antoine Besson. Dans ce qu'on veut faire et là où on veut aller, retrouver le plus haut niveau. Retrouver le plus haut niveau, voilà le but principal du Mans FC. Et selon son président, cela passe d'abord par la prolongation de contrat de l'entraîneur Richard Désiré. C'était évident qu'on continue ensemble. Moi je ne le connaissais pas, j'ai découvert. C'est un entraîneur qui a des qualités et surtout qui a une vraie vision du foot et un vrai projet de jeu pour son équipe. Donc à partir de là, on ne pouvait que s'entendre. C'est vrai que l'accession permet pour lui de s'installer encore plus dans son fauteuil de leader technique de l'équipe première. La saison prochaine, le Mans FC jouera en National 2, soit la division supérieure. L'effectif sera donc renforcé. Les contacts qui sont noués maintenant depuis quelques jours doivent nous permettre, je l'espère, dans un premier temps d'annoncer officiellement l'arrivée de certains, mais on veut aussi prendre notre temps parce que par expérience, en attendant aussi parfois, on a de très bonnes pioches, des joueurs qui pensent jouer à un niveau très supérieur et qui se retrouvent sur le marché, donc il faut se presser lentement. Le club souhaite recruter 5 à 7 joueurs, dont un défenseur central, 2 latéraux ainsi que 2 milieux et 2 attaquants. Ces prochaines recrues vont intégrer le groupe de 15 à 17 joueurs que Le Mans souhaite conserver. Une nouvelle équipe qui aura un objectif la saison prochaine, jouer les premiers rôles. Mais prudent, les dirigeants n'envisagent pas leur remontée directe en national. J'ai parlé d'un maintien très ambitieux, donc voilà, si je parle de maintien au Mans, on va me dire que je dis des bêtises. Après, j'ai envie qu'on fasse preuve d'humilité. On a produit beaucoup de jeux cette année, on n'a pas toujours été très efficace, donc c'est un secteur qu'on souhaite améliorer. Mon objectif, c'est travailler tous les à côté qui permettent d'atteindre le résultat. La montée, c'est le résultat. Le résultat, il aura lieu dans 1 an, dans 2 ans, mais je ne me donne pas de temps particulier. Les joueurs du Mans FC reprendront l'entraînement le 3 juillet avant d'entamer une série de 7 matchs amicaux. Les Monceaux affronteront notamment Quevilly-Rouen, promu en Ligue 2, ainsi que la réserve du Paris Saint-Germain avant de reprendre le championnat le 12 août prochain. Et puis il y a aussi un autre aspect à ne pas négliger, c'est l'aspect financier. Et oui, pour se donner les moyens de ses ambitions, le club doit augmenter son budget. Le président Thierry Gomez espère le faire passer à 1 500 000 €. Il a fait un appel du pied en direction des collectivités. Surtout, lors de cette conférence de presse, il a lancé un appel aux partenaires privés. Je vous propose de l'écouter au micro d'Antoine Besson. Je comprends tout à fait qu'il y ait eu un temps d'observation de certaines collectivités ou de certains partenaires. Mais aujourd'hui, avec cette montée, avec toutes nos équipes de jeunes qui se maintiennent au niveau national, je lance un appel à tous les gens qui veulent venir nous aider. Ce club appartient à tout le monde. On a besoin de tout le monde et vous avez besoin du club. La Sarthe a besoin de ce club. Donc effectivement, plus on aura de soutien, mieux ça sera, parce que je crois qu'il y a des gens de qualité au sein de ce club et il y a un vrai projet. La vidéosurveillance n'en finit pas de s'étendre au Mans. De nouvelles caméras viennent d'être installées à proximité des Halles, en centre-ville. Cela fait 16 en tout. C'est une réponse aux riverains du quartier qui avaient fait part de nuisances et de leur sentiment d'insécurité il y a de cela quelques mois. Mathias Hubert. Les riverains l'avaient demandé, la voici. Dans la rue Hippolyte-Le-Cornuet, au quartier des Halles, une caméra scrute désormais la rue dans les 2 sens. Un dispositif de surveillance qui fait suite aux nombreuses plaintes des riverains concernant des nuisances en tout genre. Donc le but de ces caméras, c'est véritablement d'aider, en plus des moyens humains que l'on met, à assainir ce secteur, qui est quand même un secteur capital. Il y a du commerce de proximité, on est à proximité immédiate de la visitation, qui est un secteur en reconstruction. Donc il ne faut pas qu'à côté, on ait une sorte de friche qui
s'installent. Il faut qu'on maîtrise ce secteur et les caméras doivent nous y aider. Pour les commerçants de cette petite rue du cœur de ville, la nouvelle est accueillie avec espoir et soulagement. Il y a eu des choses, oui, un petit peu de trafic, des incivilités, petites ou grandes, qui sont des incivilités au quotidien. Je trouve que ça va être sécurisé et donner de la joie de vivre un peu dans cette rue qui en mérite, qu'en aurait besoin réellement, quoi. Si on signale le fait qu'il y a les caméras, les gens se sachant, je dirais, vus, risquent peut-être d'un petit peu plus réfléchir. Et si malheureusement il se passe des problèmes, on pourra au moins identifier les responsables des problèmes. Je crois que ça va dans le bon sens. Une deuxième caméra est installée quelques mètres plus loin, place de l'Éperon. D'ici fin 2017, 12 caméras de plus devraient observer les rues du centre-ville. Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal, Mickaël. Christophe Rouillon, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler avec vous d'une initiative que vous avez eue et qui sera mise en place cet été, les chantiers argent de poche. Avant cela, un petit commentaire peut-être sur la vidéosurveillance alors ça s'étend en ville. À Coulennes, vous avez des caméras, vous, sur la place de l'Europe. Vous avez l'ambition de les étendre en ville ou vous estimez que ce n'est pas forcément nécessaire? On ne va pas généraliser, on ne va pas démultiplier les caméras. Par contre, on a une étude actuellement pour l'installation de caméras rue de la Paix pour sécuriser l'espace commercial. Donc c'est quelque chose qui est envisageable. Dispositif argent de poche, je le disais tout à l'heure. C'est quoi? C'est un dispositif à destination des jeunes, 14-17 ans. L'idée, c'est de les faire participer à des chantiers collectifs, d'intérêts collectifs, d'intérêts communaux, en échange d'une rétribution. Voilà, l'idée, c'est de leur faire des petits travaux, d'ailleurs, qui seront en direction d'espaces qui sont occupés par d'autres enfants, par d'autres jeunes, repeindre une cour d'école, puis aussi réparer des espaces de jeu dans un espace du centre social, et puis aussi améliorer la signalétique des chemins creux. Donc, en contrepartie de ce petit travail, on va leur donner un peu d'argent, aux alentours de 75 € pour une semaine. Donc voilà, c'est une façon à la fois de leur donner un peu de sous pour les vacances, et puis de leur mettre le pied à l'étrier dans le monde du travail. 18 jeunes en tout pourront participer à ces chantiers. Il y a 3 chantiers en fait entre cet été et octobre. Pourquoi c'est venu cette idée? Parce qu'il fallait rénover ces espaces, vous vous êtes dit pourquoi pas faire une pierre de coups avec les jeunes? C'est une opération qui a été lancée par l'État et ils cherchaient une commune pionnière et puis on a tout de suite posé notre candidature en se disant que c'était une bonne façon aussi d'occuper les jeunes et puis aussi peut-être de leur éviter d'avoir d'autres tentations. Moi je préfère avoir des jeunes qui vont travailler pour l'intérêt général avec une petite somme plutôt que parfois faire la surveillance pour le trafic de drogue. Ça veut dire que ça s'adresse à des jeunes, j'allais dire potentiellement délinquants? Ou à tous les jeunes? Non, ça s'adresse à tous les jeunes. C'est pas une mesure de réinsertion à la suite d'une sanction pénale. On n'est pas dans le travail d'intérêt général. Non, ce ne sont pas des travaux d'intérêt général. C'est un petit job, un petit boulot que l'on offre à tous les jeunes qui peuvent s'inscrire à l'espace jeune et à qui on donne l'opportunité de pouvoir se faire un peu de sous pour l'été. Ça me fait penser à des mesures qui ont lieu dans certaines communes, notamment en Sarthe. Je pense au bénévolat que développent certaines communes pour faire face à des problèmes de trésorerie. Alors quand il y a une route à refaire, quand il y a une barrière de l'école communale à repeindre, ils demandent aux gens, aux citoyens, est-ce qu'il y a de ça aussi quelque part? Non, le but, c'est pas tout à fait le même dispositif, parce que là il y a une rétribution. Moi je pense que certaines tâches qui ne peuvent pas être réalisées par les agents publics peuvent être réalisées peut-être en faisant appel aux bénévolat ou à des opérations avec une petite somme symbolique. Mais il ne faut quand même pas que ces tâches bénévoles ou peu rémunérées se substituent à l'emploi public et aux fonctionnaires. Donc ce sont des tâches annexes qui doivent à mon sens rester limitées. Donc là, ce sera vraiment des choses limitées. Rappelez-nous les chantiers qui seront mis en place. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des chantiers dans les écoles, dans les chemins creux et puis aussi au centre social. Il reste encore quelques places pour la 3e semaine de juillet et ensuite on fera aussi une nouvelle opération au mois de novembre. Donc ça veut dire qu'après ces 3 chantiers, il y en aura d'autres? Oui, parce que c'est une expérimentation. On est les premiers en Sarthe et peut-être même en France à mettre en place ce dispositif. Ça coûte 3 000 € à la commune. Et l'année prochaine, on souhaite pouvoir l'étendre avec une aide supplémentaire de l'État. Vous serez financé pour cette opération l'année prochaine? Dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Très bien, merci Christophe Rouillon. Restez avec nous. On va parler politique dans un instant et j'aurai une question à vous poser juste après.
Justement, on s'intéresse donc à la campagne législative à présent et en particulier à la 3e circonscription. Oui, il y a un secteur entre La Flèche et Saint-Calais et Écomois où le résultat est plus qu'incertain puisque le député sortant, Guy-Michel Chevaux, pour le PS, ne se représente pas à la présidentielle. François Fillon et Marine Le Pen sont arrivés en tête dans cette circonscription. Le point avec Diane Lemoisson. La popularité du député PS sortant, Guy-Michel Chevaux, est un atout pour son successeur Nicolas Chauvin. Pas les 4,71% de Benoît Hamon dans cette 3e circonscription. On n'est pas dans la problématique de devoir choisir 2 candidats pour aller au 2e tour. Il pourrait y en avoir 3, 4, 5. Donc je ne suis pas du tout inquiet de ce point de vue-là. Justement, les gens ont vraiment envie de voter cette fois-ci pour leur idée, au lieu de voter utile. Béatrice Pavie-Morancet des Républicains part avec un léger avantage. C'est elle qui dirigeait la circonscription de 2002 à 2012. Ici, François Fillon est arrivé en tête avec 28,35%. Un héritage qu'elle assume avec tout ce qu'il comporte. Je suis loyale vis-à-vis de François Fillon. Il assume pleinement ses responsabilités dans sa défaite. Mais toujours est-il que ce travail qui a été effectué pour offrir un vrai programme pour la France, eh bien je l'assume totalement. Un certain nombre de nos concitoyens qui ne se reconnaissent pas dans l'élection d'Emmanuel Macron. Donc la victoire de la droite qui a été volée à un certain nombre de concitoyens, je souhaite la représenter sur cette circonscription. Plus à droite encore, on se bouscule. David Bonnetier de Debout la France, Jean-Claude Barlemont du Parti de France et ancien candidat Front National en 2012 se mesureront à Pascal Gana, le secrétaire départemental du Front National. Le risque, l'étalement des voix. Si vous voulez, nous sommes incontournables parce que nous sommes électoralement les plus massifs, les plus forts. Donc je pense que les électeurs, s'ils veulent être efficaces, ils doivent voter pour ce qui a une chance d'aboutir. Il ne s'agit pas de ma personne, il s'agit de ce que je représente. Ou quand on fait 34% au niveau national comme candidat de la présidentielle, on peut n'avoir que quelques dizaines de députés. Et je pense que cette injustice est un moteur pour les électeurs. Ils doivent nous donner notre chance. Un accord de désistement s'appliquerait au second tour. Y aura-t-il accord ou non entre le candidat PS et Pascal Fontenelle-Persone de La République En Marche? Il ne doit y avoir confusion entre les 2 partis pour cette dernière. Je dis que c'est un adversaire. Voilà. Et je suis une candidate En Marche avec un programme extrêmement clair et précis. Je pense qu'il y a un petit peu d'opportunité. En même temps, il y a de la bienveillance de la part du PS qu'Emmanuel Macron réussisse son quinquennat parce qu'il en va aussi de faire reculer quand même très fortement le Front National. Avec 42% au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen a fait dans cette circonscription un très bon score. 12 candidats se présentent. Voilà, et les autres candidats de cette circonscription, la 3e donc de la Sarthe, sont Barbara Fossard pour France Insoumise, Dominique Trichet-Allaire pour Europe Écologie Les Verts, Gérard Confineau pour l'Alliance écologique et indépendant, Natacha Fernandez-Tonnel pour l'UPR, Dany Bonnetier pour Debout la France, Jean-Claude Barlemont pour le Parti de la France, Nordine Vallas pour le Parti Pirate et Thomas Hubert pour Lutte ouvrière. Christophe Rouillon, un mot de politique. Vous étiez à l'origine candidat et investi dans la 5e circonscription. Vous avez décidé de retirer de votre circonscription pour éviter, le disiez-vous, un vote Front National face à une candidature En Marche qui se maintenait. Le PS a décidé largement au comité local d'investir un candidat PS, donc à votre place. Un commentaire sur qu'est-ce que vous en pensez? C'est la perte obligatoire pour la gauche? Je pense que c'était pas une bonne idée parce que la dispersion des voix va conduire dans certaines circonscriptions à un 2e tour les Républicains, Front National. Donc moi je me suis retiré justement pour éviter cette situation. Donc je pense que le Parti socialiste de la 5e circonscription aurait dû ne pas présenter de candidat, comme En Marche n'a pas présenté de candidat face à Stéphane Le Foll dans la 4e circonscription. Merci Christophe Rouillon. Et c'est la fin de ce journal. On continue de parler des législatives bien sûr dans un instant puisque le 18h15 s'arrête maintenant. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Pascal Brulon et les candidats de la 2e circonscription. Merci, à demain 18h15.